Vous savez, dans l'Actu C'est vous, nous aimons donner la parole aux streamers. Et notamment, aujourd'hui, on est avec Dofla et Emodem. Si vous connaissez, vous commencez à les connaître si vous nous regardez régulièrement, même si Dofla, ça faisait un moment, Emodem était là. On va dire que c'est peut-être une titulaire. Elle est souvent avec nous, avec grand plaisir. Et on accueille un petit nouveau aujourd'hui. C'est Ribo dans la sauce, qui sera avec nous pendant toute cette partie d'émission. Et on va parler notamment aujourd'hui de notre Premier ministre, François Bayrou, qui parle d'un sentiment de submersion migratoire. En clair, il nous dit que la France serait dépassée par l'immigration, un discours qu'on entend d'habitude plutôt du côté de l'extrême droite. Alors, est-ce qu'il fait tout ça pour plaire aux électeurs du Rassemblement national ? Très certainement. Mais surtout, sur quoi il se base pour dire tout ça. Et s'il nous reste un peu de temps, on parlera de mais j'arrive même plus à dire son nom, Bernard Arnault, le patron de LVMH, qui s'inquiète des surtaxes que doivent payer les grandes entreprises. Et son ouin-ouin habituel, le ouin habituel des grands patrons, alors qu'en coulisses, ils font tout pour influencer le gouvernement, pour en payer le moins possible. Alors, Dofla, Ribo et Emodem, est-ce que ça vous inspire tout ça? En tout cas, on va en parler tout de suite. Avant de rentrer dans le vif du sujet, comment allez-vous? Et je vais commencer par Ribo, que je ne connais pas encore. Comment vas-tu? Le petit nouveau. Ouais, Voilà. le petit nouveau. Moi, ça va, j'ai un peu été pris au dépourvu. Ouais, J'étais moi-même en live il y a encore 10 minutes. Ça va, Et merci à toi. Si on doit tout vous dire. Merci pour l'invitation. Si on va tout vous dire, parce qu'on est des émissions détendues, Dofla, à quelques minutes de début d'émission, n'était toujours pas réveillé. Et du coup, Ribo est arrivé en dernière seconde pour remplacer Dofla. Et finalement, tout le monde est là. Merci Emodem d'avoir fait le lien. Et on est ravis de pouvoir commencer avec toi aujourd'hui, Ribo. Et avant de rentrer tout de suite dans le vif du sujet, on commence avec François Bayrou. Il était sur LCI il y a quelques jours, au micro de Darius Rochebain. Il a dit ceci. Je ne crois pas que ce soit mieux d'être métissé que de ne pas l'être. Je pense que les apports étrangers sont positifs pour un peuple à condition qu'il ne dépasse pas une proportion. Je pense que la rencontre des cultures est positive. Mais dès l'instant que vous avez le sentiment d'une submersion, de ne plus reconnaître votre pays, de ne plus reconnaître les modes de vie ou la culture, dès cet instant-là, vous avez rejet. On y est en France, selon vous? Est-ce qu'on y est en France, oui ou non? On approche. En tout cas, c'est dans cette zone qu'on se trouve. Donc voilà, on l'a entendu et en fait on aurait pu se dire qu'il allait s'arrêter là et dire jouer la carte de j'ai mal été compris, c'est pas vraiment ce que j'ai voulu dire. Mais non, il persiste et il signe. Regardons. Quiconque est allé à Mayotte, quiconque a parlé avec les habitants de Mayotte, quiconque s'est confronté à la situation à Mayotte, et ça n'est pas le seul endroit de France, mesure que le mot de submersion est celui qui est le plus adapté parce que tout un pays ce ne sont pas les mots, Monsieur le Président Vallaud, qui sont choquants, c'est les réalités. Donc voilà, on vient d'entendre notre Premier ministre. Emodem, justement, qu'est-ce que tu as pensé de cette sortie de François Bayrou? Alors, moi, je trouve ça catastrophique, le fait qu'on en arrive là. Ça fait limite un peu peur. Donc, c'est pas la première fois qu'on voit la Macronie réutiliser les termes de l'extrême droite. Bon, on a retaillé au gouvernement, qui lui-même vient de l'extrême droite de base, mais entre les origines ethniques, tout ça, ça reste le gouvernement de Bayrou et c'est lui qui les représente. Mais là, j'ai vraiment l'impression qu'en plus, on rajoute l'espèce d'idée de catastrophe naturelle, parce que la submersion en soi, c'est une catastrophe naturelle, comme si on se faisait dépasser et déplacer par les migrants. On rentre limite dans la théorie du grand remplacement, si ce n'est la théorie du grand remplacement de Renaud Camus. Et c'est vraiment, on est sur les idées d'extrême droite, comme on le voit, on a l'extrême droite qui est vraiment très heureuse d'applaudir, etc. En plus, si on rajoute à ça qu'il se sert de Mayotte pour parler
comme si ça lui donnait un espèce de token, un espèce de blanc-seing pour pouvoir en parler, alors que, bon, sur LCI, on a vu, juste après, il parle de voir des personnes sur des échafaudages et de voir si elles sont françaises ou non, en apercevant, donc pour lui, on comprend vraiment qu'il faut être blanc pour être français. Et ensuite, il parle de Mayotte. Donc, je ne sais pas si s'il voit un Mahorais sur un échafaudage en France hexagonale, est-ce qu'il va considérer que c'est un Français ou là, ça sera plus un Français? Enfin, on est vraiment sur une rhétorique racialiste, totalement biologique de qu'est-ce qu'un Français. C'est affreux. C'est peur. Et toi, Dofla, justement, t'as vu passer ça, forcément. J'ai vu, ouais. J'ai vu. Bah, la stratégie de François Bayrou, elle est mal calibrée, on va dire, parce que comme il insiste sur les thèmes sensibles comme l'immigration, c'est mal synchronisé avec le fait qu'il cherche, tu sais, il cherche des alliés. Il a parlé avec le PS. On a vu hier Boris Vallaud, il était pas content. Il a dit non, on va suspendre les négociations. Donc il est très mauvais Premier ministre. Hein. Il sait pas sur quel pied danser. Il joue une partie très risquée. Franchement, tant pis pour lui. Hein. Et toi, Ribot, justement, François Bayrou, et cette sortie moi, je rejoins beaucoup le constat des Modem. Moi, ce qui m'a peut-être le plus choqué, c'est l'aspect un petit peu racialiste, pour reprendre le mot qu'Emodem a utilisé. Parce que la droite soit contre l'immigration, que la droite soit sur des polémiques anti-immigration, c'est pas une nouveauté, c'est loin d'être une nouveauté. On est habitué, et Bayrou, même si c'est un centriste sur le papier, ça reste la droite. Et sa famille politique, ça reste quand même la droite. Mais ce qu'il y a de nouveau, c'est l'élément de langage récupéré directement de l'extrême droite, donc je pense au grand remplacement, parler de submersion, mais aussi déjà dans l'extrait sur LCI, à la base, il parle de métissage. Et ça, c'est vraiment étonnant, parce qu'il vient sur le sujet de l'anti-immigration quand on lui parle de métissage. Et donc l'aspect racial là-dedans, il se voit directement. Et après, quand il en a rajouté une couche à l'Assemblée nationale, sous les applaudissements du Rassemblement national d'ailleurs, on voyait tous les députés de gauche montrer la partie droite de l'hémicycle en disant mais regardez, ils sont en train de vous applaudir, vous avez un discours d'extrême droite. Et on a rajouté une couche en parlant du réel, en disant il suffit de regarder le réel, ça se voit qu'il y a une subversion migratoire. Et donc, comment on pourrait observer une subversion migratoire par le réel? Effectivement, c'est en regardant un petit peu la couleur des peaux des Français ou des non-Français. Et donc, que les gens se promènent avec leur carte d'identité sur eux. Voilà, ce qui n'est pas le cas. Donc, il reprend les éléments de langage du RN, et dans toute la séquence, il y a vraiment l'aspect racial dedans, qui fait qu'en plus de reprendre les éléments de langage, c'est un discours qui est à proprement parler d'extrême droite, car raciste, mais ouvertement raciste, je veux dire. Non, mais effectivement, vous faites bien de le rappeler tous les trois, hein, parce que ça me fait penser également cette chose où il dit faut regarder le réel, de Bruno Retailleau qui sur France 2 face à des chiffres j'ai vu ça. Sortez dans la rue. Il a contesté des chiffres de son propre cabinet pour dire je suis pas d'accord, c'est le réel, faut voir ce qui se passe pour de vrai, quoi. Le réel contredit vos études. C'est exactement anti-intellectualisme primaire, ce qui est une composante de l'extrême droite de tout temps. Voilà, c'est consubstantiel de l'extrême droite d'être dans une forme d'anti-intellectualisme, parce que comme ils sont dans une volonté de déformer la réalité pour faire avancer leur agenda raciste, autoritaire, quand il y a des chercheurs, des universitaires qui contredisent leurs arguments, et ils versent dans l'anti-intellectualisme en disant non, on se bat sur le bon sens et le réel. Ces intellectuels, en gros, c'est des espèces de gauchistes. La sociologie, c'est de la pseudo-science, quoi. Et ça, c'est très classique. L'extrême droite européenne dans les années 30 faisait déjà ça énormément, quoi. Garde la parole Ribot, justement, et la gauche dans tout ça. Tout à l'heure, Dofla nous parlait justement du PS qui n'était pas très content face à cette sortie de François Bayrou. Le PS qui dit vouloir suspendre les négociations sur le budget suite à cette sortie. Qu'est-ce que tu en penses globalement de la position de la gauche, même si plusieurs positions se confrontent, mais qu'est-ce que tu en penses? Déjà, je rejoins le constat de Dofla. Bayrou me semble vraiment être pas un très bon politicien dans cette séquence, parce qu'il voulait essayer de gouverner avec l'appui du PS. Et là, il va plus du côté de sa jambe droite et du Rassemblement national en étant ouvertement raciste, comme je venais d'expliquer. Donc déjà, il y a ça. Et la position du PS, pareil, c'est un petit peu incompréhensible. Parce que là, c'est comme s'il se réveillait d'un seul coup en disant « Ah non, ça c'est inadmissible, c'est beaucoup trop d'extrême droite à notre goût, mais... » Il y avait Bruno Retailleau dans le gouvernement qui a été reconduit. Et là où les écolos ont essayé de jouer le jeu de la négociation budgétaire, malgré tout, ils ont dit Retailleau, c'est une ligne rouge. Et c'est pour cette raison-là qu'ils ont censuré. D'où le PS n'avait pas déjà eu cette ligne rouge en ayant Retailleau au gouvernement. C'est un petit peu incompréhensible. Donc je pense que le PS lui-même essayait de jouer un espèce de jeu politicien, de se montrer comme étant dans une culture du compromis pour se différencier aussi de la France insoumise, parce que c'est les deux pôles au sein du NFP. Et là, ils se sont retrouvés rattrapés par le fait que c'est un gouvernement
qui est en voie d'extrême droitisation très très avancée, dans un contexte de fascisation générale à l'échelle européenne et même de tout l'Occident en réalité. Ça se voit avec Musk et Trump. Donc la position du PS, tant mieux s'ils vont voter la censure et qu'ils se réveillent enfin en se rendant compte de la réalité, c'est-à-dire le gouvernement est déjà quasiment d'extrême droite, mais ils auraient pu être un petit peu plus fins que ça aussi, quoi. Effectivement. Allez, dis-le, Ribo. Allez, dis-le. Le PS. Dis-le quoi. Revenez à la maison. Oui, voilà. Ouais. Moi, j'étais relativement Est-ce qu'on en veut gentil avec le PS pendant un moment. C'est vrai, moi aussi. Ils n'aiment pas les fachos, ils sont de notre côté. Mais donc là, je me suis dit, ça y est, ils trahissent. Est-ce que la trahison va être annulée pour cette raison ? Je sais pas. Ça commence à fatiguer cette histoire parce qu'on sait comment ça va finir. Ça va finir en censure et la crise institutionnelle va continuer. C'est aussi ça le plus structurant dans cette histoire, quoi. Emo, justement, la dernière fois, tu avais dit que PS et trahison, il y avait un égal. Voilà, il y avait un égal entre les deux. Justement, là, cette position du PS, là, tu disais, est-ce que vraiment on en veut, est-ce qu'on veut de leur retour à la maison ? Mais justement, cette position-là du Parti socialiste sur Bayrou, et effectivement, ce que dit Ribot est très juste. Retailleau était déjà là. Donc, en fait, est-ce que c'est vraiment surprenant parfois les positions ? Et Darmanin. Et Darmanin aussi. C'est pas comme si on avait... Et puis même Borne, qui a été totalement irrespectueuse à Mayotte. Et on est sûr... Et puis Madame 49.3, ouais, mais... Revenons. En fait, moi, le PS, je pense que si on en veut, ils devraient déjà faire un examen de leurs propres membres. Parce que je suis désolée, mais on parle d'une extrême droitisation de toute la classe sociale avec une espèce de déporté, ne serait-ce que déjà de François Bayrou qui va tirer vers l'extrême droite avec tous ses propos. Je pense qu'on peut aussi parler du PS. Je crois que Ségolène Royal est encore considérée comme une des membres du PS, si elle n'est plus déjà considérée comme dans la Macronie. C'est même pas clair, ça, au final. Ségolène Royal qui va défendre le geste de Musk, pour ne pas dire le salut nazi, on va dire présomption d'innocence, même si bon, qui va sur Twitter décider de défendre face à la gauche l'extrême droite américaine, qui est en train de s'allier avec toute l'extrême droite partout en Europe. Enfin, moi, après, je suis peut-être un peu alarmiste, mais j'ai très peur de ce qui est en train de se passer politiquement, donc mondialement, mais aussi en France, qu'on accepte de autant laisser qu'on laisse autant se déplacer la fenêtre d'Overton vers la droite et qu'on ait des membres du PS qui sourient et qui acceptent et qui décident. Après, moi, je peux comprendre le move de ne pas censurer le gouvernement pour essayer de rentrer dans l'arc respectable si ça leur fait plaisir. Mais bon, si là, de toute façon, la censure passe pas parce que je pense pas que le RN va censurer tout de suite. Mais je sais pas, le PS, va falloir s'analyser au bout d'un moment. Et toi, Dofla, justement, c'est toi qui tout à l'heure en parlais. Toi, comme tu dis à l'instant, qui reviennent à la maison, qu'est-ce que tu penses justement de la position du Parti socialiste ? J'ai vu que le PS, alors hier en regardant les médias, ils ont dit qu'ils veulent l'augmentation du SMIC, une promesse de ne pas remettre une loi immigration. Bon, là, il y a des concessions à faire de la part de Bayrou. Est-ce qu'il va accepter ou pas ? Emma, elle a parlé de ne pas censurer pour le RN. Le RN, ils nous ont fait comprendre hier qu'il y aura peut-être une censure. Hein. Ça va peut-être arriver. Il y a la CMP, je crois, aujourd'hui d'ailleurs. Je crois que c'est aujourd'hui qu'ils vont voter. Et on verra comment ça va se décanter. Mais Bayrou, pour moi, il va devoir peut-être présenter ses excuses, rectifier ses propos sur ce qu'il a dit hier en parlant de submersion, enfin avant-hier, pardon. C'est lui, c'est la balle est dans son camp. C'est pas prévu. Il me semble qu'il est déjà revenu sur ses propos hier dans l'hémicycle en question. Il a réaffirmé ses propos, donc. Non, il a réaffirmé, mais tu sais, il a un peu pris un virage avec Mayotte pour préciser et tout. Il a fait du damage control, mais c'est ça. Justement, tu le disais, Emo, là, on est dans une période où on a l'impression qu'on a élargi la fenêtre d'Overton. Est-ce que finalement, pour moi, en France, dans ce gouvernement, j'ai l'impression que Retailleau est vraiment la figure de ce moment où on est un peu en roue libre, et notamment quand on pense à une jeune collégienne qui a été expulsée, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, c'est passé en Moselle, une collégienne originaire du Burkina Faso a été
les policiers sont venus la chercher en cours pour justement l'expulser, elle et son frère, vers la Belgique. Et pourtant, c'est interdit. Les interventions des forces de police et de la gendarmerie liées aux procédures d'éloignement sont strictement interdites dans le cadre scolaire, y compris pendant donc, les temps périscolaires. En fait, ça, c'est ce qui est indiqué, mais finalement, les gendarmes on en fait autrement. Est-ce qu'avec Bruno Retailleau, même si je me doute de votre réponse, à la tête du ministère de l'Intérieur, on ne risque pas d'en voir encore plus des choses comme ça, des choses qui sont à la base interdites, mais qui finalement, parce qu'on est dans une période très particulière, risquent de se reproduire? Déjà, Retailleau, il faut replacer d'où il vient. Donc Retailleau, ses armes, il les a déjà faites lors de la Manif pour tous. Il était une des têtes de la Manif pour tous, donc contre le mariage gay. Même à la base, Retailleau était très proche de De Villiers. Il a fait partie de son parti, donc un parti d'extrême droite totalement assumé. On est vraiment sur quelqu'un qui, pour moi, n'a pas pris ses marques, n'a pas pris ses distances avec l'extrême droite, qui est quelqu'un qui en est toujours très proche, qui, ne serait-ce que dans son vocabulaire, régression ethnique, et qui, d'ailleurs, a déjà essayé de revenir sur l'état de droit. Je pense vraiment, oui, on est sur essayer de reconsidérer la justice, en plus en ayant Darmanin à la justice. Les deux sont présentés comme un duo solide, Starkey et Hutch, dans les médias, donc je pense qu'ils sont en train de travailler pour. On est pour moi sur quelque chose de très dangereux et totalement limite qui va venir s'inscrire dans la loi. C'est d'ailleurs, je pense, comme ça qu'ils essayent de négocier le fait de ne pas se faire censurer par l'extrême droite et une limite de faire une alliance, puisque pour moi, on a un bloc bourgeois qui est en train de choisir entre le fascisme ou ce qu'ils considèrent, eux, comme l'extrême gauche communiste. Et je pense que plutôt Hitler ou le Front populaire, ils ont déjà choisi, quoi. Juste, Dofla, toi qui commandes souvent des émissions très populaires de la télévision française, j'ai l'impression que dans cette émission, sans la citer, justement, Retailleau est plutôt très bien vu. Est-ce que ça te surprend ou est-ce que finalement c'est dans la ligne droite du fait d'être dans une chaîne de Bolloré? Je suis pas surpris, hein. En ce moment, en plus, Retailleau, il est sur tous les fronts. On le voit jour 1, le lundi, il est sur Europe 1, le mardi, il est sur France Télévisions, le mercredi, il est sur Valeurs Actuelles, il a fait la une de Valeurs Actuelles, il est partout. Et pour 2027, il faudra se méfier de ce personnage, hein. Faudra se méfier. Il commente tout. C'est un ministre d'État, ok, mais maintenant il commente des élections, il commente ce qui se passe aussi à Villeneuve-Saint-Georges parce qu'il y a les élections partielles avec Louis Boyard. Il est sur tous les fronts et honnêtement, je suis très inquiet. Il est vicieux ce personnage, il faut se méfier. Surtout quand il peut en profiter pour être raciste ouvertement. Oui, bien sûr. Oui, Ribot, tout à l'heure, tu parlais justement de Bayrou et de son discours, finalement, cette position d'extrême droite. J'imagine que pour Retailleau, là, on est dans l'extrême droite plus. C'est même pas l'extrême droite plus, c'est que là, Bayrou a eu des éléments de langage d'extrême droite, alors que d'habitude, même s'il allait un peu dans leur direction, je pense pas que juste pour ça, on pourrait le qualifier dans sa totalité comme un homme d'extrême droite. Bruno Retailleau, pour moi, c'est l'extrême droite, c'est un homme d'extrême droite. La seule différence entre lui et les membres du Rassemblement national, qui, on a tendance à l'oublier, mais ils étaient censés ne pas être dans l'arc républicain, le Rassemblement national. C'était encore un discours même que les macronistes tenaient il y a 3 ans. Il y a 3 ans, les macronistes continuaient à dire, avant qu'ils aient un groupe parlementaire, en réalité, que le RN n'avait rien à faire dans la République, quoi. Et en fait, la seule différence entre le RN, n'importe quel membre du RN et Bruno Retailleau, c'est qu'il n'est pas au RN, Bruno Retailleau. Mais sans ça, c'est exactement le même discours, la même pensée. C'est quelqu'un d'extrême droite, quoi. Et les mêmes propositions aussi, parce que récemment, il proposait aussi le référendum sur l'immigration. Il reprend aussi les solutions de Marine Le Pen, quoi. De toute façon, tout le monde sait que c'est la caution d'extrême droite dans le gouvernement et que s'ils l'ont laissé d'un gouvernement à l'autre, c'était pour essayer de ne pas se faire censurer par le RN, ce qui pour moi est de toute manière très vain comme tactique, et c'est là en plus où ils sont à la fois bêtes et ils font beaucoup de mal à la politique française et à la France de manière générale, en faisant pénétrer ces idées-là jusque dans leur gouvernement, qui est censé être un gouvernement un peu centriste. C'est que ça ne marchera pas. Le RN va quand même finir par les censurer pour la simple et bonne raison qu'ils ont tout intérêt, le Rassemblement national, a priori, à vouloir provoquer une dissolution. Et ils ne s'en cachent pas, ils le disaient. C'est ça. Ils le disent depuis longtemps. Ils disent la prochaine fois, la prochaine dissolution, les prochaines législatives, ça sera la nôtre. Ils parlent sans arrêt de l'alliance contre nature qu'il y a eu entre le NFP et les macronistes, le barrage républicain. Ils espèrent que provoquer une dissolution, qui a un peu moins de barrages républicains et augmenter leurs troupes. Donc ils vont finir par censurer par pur calcul dans tous les cas. Donc c'est irresponsable de mettre des Retailleaux et de tenir des discours comme ça. Moi j'ai une question pour Ribot.
C'est un spécialiste, j'ai une question. Je me permets, Cyril. Vas-y, je t'en prie. Tu vois, Retailleau, est-ce que c'est pas dans l'intérêt du RN de le censurer aussi? Parce que comme il prend beaucoup d'espace et il est dans l'action, tu vois, comme il est au gouvernement, est-ce que c'est pas dans l'intérêt de Marine Le Pen de le censurer? Parce que peut-être que pour 2027, il va siphonner les voix, il peut être un personnage dangereux pour l'élection de Marine Le Pen à la présidentielle. Je sais pas ce que tu en penses. Ouais, moi je pense qu'il le considère comme leur idiot utile, en vrai. Moi, je pense Vraiment qu'il leur permet de faire diffuser encore plus leurs idées dans la société et de les rendre normales. Tu vois, c'est comme à partir du moment où dans les médias, ça parle de plus en plus d'immigration, ça devient de plus en plus un sujet, même pour les gens normaux. Il y a 10 ans, les gens parlaient déjà de l'immigration, mais beaucoup moins. Maintenant, c'est vraiment le sujet mainstream. Tous les jours à la télé, bien sûr. Oui, voilà. Et ils ont une technique, le RN, par rapport à ça. Ils disent tout le temps la même chose. Ils disent Retailleau parle beaucoup, mais on attend les actes. Et en fait, ils pourront continuer à dire ça, peu importe ce qui se passe, peu importe les actes. Il pourrait y avoir des expulsions et vraiment une réalité. Tout ce qu'il y a de plus, avec des politiques anti-immigration, racistes, tout ce qu'il y a de plus désastreuse et d'extrême droite, ils continueront à dire regardez, le réel montre que vous n'avez pas assez agi. Quoi. Donc en fait, ils ont l'argent du beurre. Retailleau bosse pour eux et derrière le censurant en disant c'est pas assez, votez pour nous la prochaine fois. Ouais, mais justement, si par exemple il n'y a pas de censure et il se maintient comme ça jusqu'en 2027, ça peut être dangereux ou pas? Si par exemple il s'appuie sur un bilan positif pour dire votez pour moi, regardez, je vais prolonger ma politique, etc. jusqu'en 2032, je vais faire des efforts encore, c'est pas dangereux, c'est un pari risqué ou pas? Bah, peut-être pour le RN, peut-être que ça leur mettra des bâtons dans les roues, mais je pense que Marine Le Pen, si elle. Je me méfie trop de ce mec, je te jure, Ribot, je me méfie trop de ce mec. Mais il y a beaucoup de gens à droite là qui essaient de tirer la couverture vers eux, c'est ça. Présidentielle. Je pense qu'il y aura une guerre de succession à droite de toute manière, que le RN va déjà bien théoriser ça, et qu'ils se disent nous on arrivera, on aura Marine Le Pen, valeur sûre, les Français la connaissent bien. Ils préféreront l'original à la copie. Et moi, je pense qu'ils sont confiants là-dessus. Okay. Alors, il nous reste quelques minutes, messieurs, dames. Donc, j'avais envie quand même de vous parler d'un personnage important de ce pays. C'est Bernard Arnault, le patron d'LVMH. Donc, je vous invite juste à l'écouter. Voilà. Qui ne le connaît pas, je vous invite à l'écouter et on en parle juste après. Les ateliers qu'on peut construire aux USA sont subventionnés dans toute une série d'États et le président américain encourage ça. Le marché se développe très vite. Il n'y a qu'à prendre la nouvelle boutique que Pietro a ouverte à New York, qui est un succès incroyable. Hein. Franchement, il y a des queues de 100 mètres de long. Enfin, c'est vraiment assez exceptionnel. Et pourtant, c'est très, très élitiste. Donc, quand on vient en France et qu'on voit qu'on s'apprête à augmenter les impôts de 40% sur les entreprises qui fabriquent en France, quand même à peine croyable. Hein. Donc on va taxer le Made in France. Pour refroidir les énergies, on fait difficilement mieux. Hein. Pour pousser à la délocalisation, c'est idéal. Alors je ne sais pas si c'est vraiment l'objectif du gouvernement, mais en tout cas, il va l'atteindre. Hein. C'est ce que je dis, s'il arrive au bout de ses plans. Ça, c'est inévitable. Alors qu'il y a d'autres solutions. On leur a proposé d'autres solutions. Évidemment, la bureaucratie. Bon, voilà. Hein, pour ça, faudrait faire comme aux États-Unis, nommer quelqu'un pour slasher un peu la bureaucratie. Mais dès qu'on essaye de faire ça, bon, là, on est poursuivi. C'est impossible. Donc sa parole est quand même assez rare. En l'occurrence, on n'entend pas toujours Bernard Arnault. Et là, en fait, peut-être des fois, il vaudrait mieux pas trop l'entendre. En tout cas, là, il sous-entend que cette politique menée en France pourrait pousser LVMH à délocaliser. Et Maud, est-ce que tu sens que c'est une menace crédible ou c'est juste une posture pour influencer le gouvernement ? Bon, déjà, je pense que ce qu'il faut noter, enfin, en tout cas, ce que moi j'aimerais noter, c'est que on parle beaucoup de patriotisme, mais on se plaint quand des immigrés quittent leur pays pour venir en France parce que ça va, il y a qu'une guerre ou il y a qu'un problème gouvernemental ou il y a qu'un dictateur placé par Macron un peu au pouvoir et ils osent venir en France alors que nous, on parle de juste taxer 5% une personne qui décide de partir avec toutes ces entreprises et on doit le prendre au sérieux, d'accord ? Et on va accepter, c'est ça les patriotes français, c'est ceux qui partent quand on les taxe. Mais moi, je pense que ce qui est aussi important à noter, c'est que on est sur Bernard Arnault. Je pense que oui, il peut le faire. Après, moi, je pense qu'en face, on peut donc décider de mettre une taxe à l'import et taxer Louis Vuitton quand ils veulent venir en France. Ou faire comme les États-Unis jusqu'au bout, comme ils le proposent. Et à ce moment-là, mettre une exit tax. Comme ça, s'il part, on continue. Après moi, j'aimerais rappeler, bon, même s'ils ne vont pas nous entendre, je ne pense pas que Bernard Arnault m'écoute, mais
J'aimerais rappeler à nos milliardaires que s'ils veulent partir de France, peuvent pas partir avec tout leur capital, que l'immobilier, on va le récupérer, que tout ce qui est actuellement ici, et même la force de travail, hein, parce que rappelons que ce ne sont pas nos gentils patrons qui nous offrent le fait de nous donner du travail, mais c'est nous qui mettons notre force de travail à leur service. Que sans nous, ils ne créent pas grand-chose. Et que l'année dernière, quand il y a eu une grève de Louis Vuitton, alors certes, ils n'ont pas eu grand-chose, mais on a bien vu que ça pouvait les mettre très vite à l'arrêt quand les ouvriers et les petites mains se mettaient en grève. Donc il va falloir quand même revenir à sa place, monsieur, et se calmer. Et toi, Dofla, justement, sur cette sortie de Bernard Arnault, est-ce que vraiment il va mettre, entre guillemets, ses menaces à exécution ou finalement... Il fait ça juste pour influencer le gouvernement, qui, rappelons-le, hein, depuis que Macron est au pouvoir, les entreprises ont quand même bénéficié de baisses d'impôts importantes et ça leur a permis de gagner beaucoup d'argent, justement. Bah, moi, on est habitué. Arnaud ne fait que répéter une stratégie bien rodée, instrumentaliser leur pouvoir économique pour influencer les décisions politiques. Patrick Pouyanné, c'était pareil. Le président de Michelin, c'était pareil. Et évidemment, je trouve ça très dangereux. D'ailleurs, il y a un député, j'ai plus son nom en tête, il avait dit que l'ingérence des milliardaires menace la démocratie. Il a raison. C'est un député NFP. Je crois que c'est Benjamin Lucas qui a dit ça. Et honnêtement, faut pas céder parce que oui, ils ont les actionnaires de LVMH, ils ont vraiment touché un record de dividendes, c'est du jamais vu. Et il veut essayer d'influencer la politique. Il ne faut pas que Macron cède. Là, pour une fois, je suis en mode, bon, Macron fait en sorte de ne pas céder. Même s'il a cédé pendant 7 ans, là, la 8e ou la 9e année, attention quand même, faut pas, c'est le peuple qui décide, c'est pas les milliardaires. Parce que dans son discours, j'ai entendu dire qu'il a proposé des solutions. Bon, il est bien mignon quand même, mais c'est les députés qui doivent proposer des solutions. C'est l'Assemblée nationale qui doit voter le budget, quoi. Ribaud, moi, je le vois comme ça en tout cas. Vas-y, Ribaud, je t'en prie. Oui, alors moi déjà, je voulais juste rappeler un petit peu les chiffres, parce que justement, je parlais de ça sur mon live juste avant de venir, ça tombe bien. Okay, le bénéfice net de LVMH, donc vraiment le bénéfice net après imposition, après avoir payé les salariés, c'était 13 milliards d'euros en 2024, de bénéfice net, donc ça fait quand même beaucoup d'argent. Ouais. Là, l'augmentation d'impôts, pour LVMH, ça leur coûterait 750 millions d'euros, sachant qu'ils ont 13 milliards de bénéfices nets, quoi. Donc vraiment, ils peuvent tout à fait se le permettre. Ça ne va pas faire couler la boîte. Bernard Arnault restera l'homme le plus riche du monde. Ça ne va pas inquiéter ses affaires en réalité. Mais c'est déjà trop pour lui, quoi. Donc voilà. Et ce que je veux dire aussi sur la démocratie, ça c'est vraiment quelque chose qui est intéressant parce qu'on voit bien, quand on regarde un peu les milliardaires, et notamment Bernard Arnault en est le parfait représentant, on voit bien, tout ça rejoint en fait l'espèce de crise démocratique qu'on voit en ce moment, où les macronistes n'en ont vraiment rien à foutre de la démocratie. Voilà, il faut faire passer des lois par 49.3. Radical. Non, mais vraiment, il n'y a pas besoin d'être si radical que ça pour le dire. Il y a des personnes comme des députés Lyotte, Charles de Courson, je pense qu'il me rejoindrait sur ce constat. C'est loin d'être un gauchiste. Vraiment, ils s'en fichent de la démocratie. Ils préfèrent écouter Bernard Arnault qui vient leur chuchoter à l'oreille « Oh là là, augmente pas trop les impôts », plutôt que d'écouter les représentants du peuple à l'Assemblée nationale, quoi. Il faut protéger la bourgeoisie et ses intérêts jusqu'au bout. Ouais, voilà. Et je parle même pas d'un rapport de force, par exemple via la grève et la manifestation, qui est aussi une forme de démocratie. Les contre-pouvoirs sont la démocratie. Là, on parle du truc le plus évident de la démocratie, c'est-à-dire les députés, les représentants du peuple à l'Assemblée nationale. Ils les écoutent pas. Par contre, quand Bernard Arnault lui dit « Oh, t'as merdé Macron, fallait pas dissoudre l'Assemblée nationale, on va peut-être augmenter les impôts », là, il écoute. Et il y avait un très bon article du Nouvel Obs, enfin c'est l'Obs maintenant, je crois, qui était sorti, où ils expliquent tout ça. Et en fait, quand on lit l'article, on se dit, mais la démocratie, c'est un mensonge, c'est pas possible. C'est vraiment super impressionnant. Et pour aller dans ton sens, il y a Sophie Primas, porte-parole du gouvernement, qui a dit que justement, que Bernard Arnault pouvait compter sur un gouvernement pro-entreprise. Donc voilà. En tout cas, messieurs, dames, merci beaucoup. Malheureusement, merci à vous. Nous allons devoir terminer cette émission. Ce fut un plaisir pour cette première avec Ribaud. Dofla, merci de ton retour. Et Modem, toujours là, fidèle au poste. Donc merci à tous les trois.